Un policier raciste a tiré. Deux jumelles noires, inconscientes du drame. Leur père est le procureur général. Le son a retenti comme une fêlure dans du verre. Une seule détonation qui a fait voler en éclats le calme du centre de Paris. Il était un peu plus de 9 heures, un mardi matin si banal que personne n'avait vu le coup venir. Les marches du palais de justice, sur l'île de la Cité, bruissaient de conversations feutrées. Des avocats en robe noire vérifiaient leur téléphone, des greffiers jonglaient avec des tasses de café, une classe de lycéens en visite scolaire contemplait les colonnes de marbre. Puis le cri a déchiré l'air. Deux jeunes filles, des jumelles d'un accent grave peine 17 ans, sont tombées dans une symétrie parfaite et terrible. L'une a heurté durement la pierre, sa tresse fouettant l'air alors que ses genoux cédaient. L'autre a tendu la main vers sa sœur et s'est effondrée à ses côtés, une fine ligne rouge traçant son chemin sur le marbre pâle, comme une question à laquelle la ville ne voulait pas répondre. Le commandant Stéphane Lebrun se tenait à 3 mètres de là, son arme de service toujours levée, ses mains tremblant mais refusant de s'abaisser. L'écho du coup de feu résonnait encore sur les murs anciens du palais lorsqu'il a murmuré. Elles ont cherché quelque chose. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elles ont cherché, personne ne l'a cru. Pas les témoins qui serraient leur téléphone. Pas la mère dans la foule qui couvrait les yeux de son enfant. Pas le musicien de rue qui a laissé tomber sa guitare au milieu d'une chanson. Ils ont vu ce qu'il a vu, et ils savaient ce qu'il refusait d'admettre. Deux jeunes filles noires non armées, vêtues de leurs uniformes scolaires, venaient d'être abattues devant le symbole de la justice de la nation. Une flaque de sang s'est formée au bas des marches, s'enroulant autour de la plaque de laiton qui disait « En l'injustice nous croyons ». Quelqu'un a hurlé « Appelez les secours ». Un autre a crié « Elle respire encore ». La plus jeune jumelle, Chloé, était immobile, ses yeux grands ouverts et vides. La poitrine de Manon se soulevait et s'abaissait encore en halètement peu profond. La foule a grossi, se rapprochant, mais gardant une distance respectueuse, comme si l'air lui-même était devenu à la fois sacré et empoisonné. Une femme s'est avancée en titubant, laissant tomber son sac en toile. Elle m'aidait, a-t-elle pleuré, sa voix se brisant à chaque mot. Mon sac. Quelqu'un l'a arraché, et elles ont couru après lui pour me le rendre. Elle m'aidait. Elle s'est tournée vers le policier, le visage pâle et tremblant. Vous leur avez tiré dessus pour ça? Lebrun a cligné des yeux, la sueur coulant dans son col, son doigt planant au-dessus de la détente comme si l'arme était soudée à sa main. Reculez. A-t-il aboyé, la voix creuse. Tout le monde, reculez, bordel. Mais personne n'écoutait plus. L'autorité avait déserté son ton, ne laissant que la peur. Une voiture officielle noire a freiné brusquement au bord du trottoir. Les portières se sont ouvertes avant même que le moteur ne soit coupé. Un homme de haute taille en costume bleu marine est sorti, cravate défaite, carte tricolore accrochée à sa ceinture. Les badauds ne l'ont pas reconnu au début, mais les agents derrière lui, si. Ils se sont figés. Monsieur, a commencé l'un d'eux. Jean Dubois n'a pas entendu. Il courait déjà. Le procureur général, l'un des hommes les plus puissants du pays, a fendu la foule, ses chaussures vernies glissant sur les marches maculées de sang. Il est tombé à genoux à côté des jeunes filles. Manon, sa voix est sortie de sa gorge, rauque et humaine. Chloé, ma chérie. Regardez-moi. Ses mains se sont pressées contre la blessure à l'épaule de Manon, le sang s'infiltrant entre ses doigts, chaud et terriblement réel. Un secouriste a essayé de le tirer en arrière. Monsieur, laissez-nous faire, je ne les quitte pas, a-t-il lancé. Elle respire. Aidez-la. Les ambulanciers sont intervenus, fendant le chaos avec une efficacité calme. Quelqu'un a étendu un drap blanc sur le corps de Chloé, et Jean s'est figé. Non, a-t-il murmuré. Non, pas les deux. S'il vous plaît, mon Dieu, pas les deux. Il a levé les yeux, son regard se posant sur le policier debout en haut des escaliers. Vous, a-t-il dit, la voix tremblante mais aussi tranchante que du verre. Vous avez tiré sur mes filles. Les lèvres de Lebrun tremblaient. Monsieur, elles correspondaient au signalement. Deux suspects. Quel signalement? A rugi Jean, sa voix résonnant sur la place. Uniforme scolaire et peau noire? Les caméras ont tout filmé. Les mains ensanglantées du père, les filles au sol, le regard vide du policier. En quelques minutes, les images ont inondé les réseaux sociaux.
La légende disait, 2 jumelles noires abattues devant le palais de justice. Non armées. Cependant, le récit changeait déjà. Les radios de police crépitaient de messages codés. Les journalistes ont commencé à murmurer des phrases comme « menace possible » et « rapport non confirmé de vol ». La machine de contrôle des dommages tournait plus vite que les sirènes des ambulances. Jean est monté dans l'ambulance, serrant la main de Manon tandis que les médecins s'activaient frénétiquement autour d'elle. Son pouls était faible, glissant comme du sable entre ses doigts. Il n'arrêtait pas de murmurer « Reste avec moi, ma chérie. Reste avec moi. » Le regard du médecin a croisé le sien, sans mots, mais sombre. La sirène hurlait dans les rues, traversant la ville comme un avertissement que personne ne voulait entendre. De retour sur les marches du palais, Lebrun était assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Son partenaire, le lieutenant Nicolas Moreau, s'est approché lentement. « Merde, Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle correspondait à l'appel, a dit Lebrun d'une voix lointaine. 2 jeunes femmes noires, armes possibles. Moreau a froncé les sourcils. Armes ? Quelle arme ? Le regard de Lebrun s'est tourné vers les marches où un téléphone fissuré gisait à côté d'un cahier abîmé. Ça, a-t-il murmuré. J'ai vu quelque chose de brillant. Moreau l'a dévisagé. Un téléphone ? Tu leur as tiré dessus pour un téléphone ? Lebrun n'a pas répondu. Quelque part en lui, la vérité griffait pour sortir, mais la formation, la peur, les années de conditionnement la maintenaient enfouie. Il s'est frotté les tempes et a marmonné. Elle bouge toujours trop vite. Des heures plus tard, à l'hôpital Saint-Louis, Jean se tenait devant les urgences, sa chemise blanche maculée du sang de sa fille. Des agents du ministère de la Justice encombraient le couloir, chuchotant à propos de conflits d'intérêts, de protocoles. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il regardait à travers la vitre, observant les médecins s'occuper de Manon. Les moniteurs émettaient des bips au rythme saccadé. La plus jeune, Chloé, était déjà partie. Il a senti les mots avant même que le médecin ne les prononce. Dehors, les journalistes s'étaient rassemblés comme des vautours. Des micros se tendaient. « Monsieur le procureur général, y aura-t-il une enquête ? Vos filles étaient-elles des suspectes ? Comptez-vous porter plainte ? » Il s'est tourné lentement, les yeux brûlants. « Vous croyez que j'ai besoin de le décider ? » a-t-il dit. La preuve saigne sur les marches du palais de justice. La foule est devenue silencieuse. Plus tard cette nuit-là, alors que les lumières de la ville brillaient faiblement au-delà de la fenêtre de l'hôpital, Jean se tenait seul dans la pénombre. Le sang sur ses poignets était devenu brun. Il a murmuré, non pas à la ville, ni à Dieu, mais à lui-même, « Si la loi peut tuer mes filles et appeler ça une procédure, alors quels champs sont les autres ?» Derrière lui, la télévision scintillait avec les dernières nouvelles. Fusillade impliquant un policier sous enquête. Pas de nom, pas de visage, juste 2 mots tournant en boucle, sous enquête. Et quelque part dans la salle des scellés de la préfecture de police de Paris, une vidéo clignotait silencieusement sur un moniteur. La vidéo complète, non montée, intacte. Elle montrait les jumelles se penchant pour ramasser un sac tombé et le policier levant son arme. La vérité était là, attendant. La question était de savoir si la justice oserait un jour la regarder. Paris s'est réveillé plus lentement le lendemain de la fusillade, mais le silence n'était pas la paix. C'était une pression. Les camions de télévision bordaient l'avenue des Champs-Élysées comme des charognards attendant le prochain soubresaut de tragédie. Les marches du palais de justice étaient bouclées par du ruban jaune, mais rien ne pouvait sceller les échos qui y persistaient. La sirène, le cri, le son de 2 vies tombant dans l'histoire. Au sein du ministère de la Justice, Jean Dubois était assis dans son bureau, contemplant la ville qu'il avait autrefois cru pouvoir réparer. La coupole du Panthéon brillait sous un ciel gris, mais pour lui, elle ressemblait à un couvercle sur une marmite en ébullition. Pendant 20 ans, il avait travaillé au sein du système, croyant que le changement pouvait venir par la législation, les comités de réforme, les nouveaux protocoles de formation. Il avait bâti sa réputation sur la patience, sur la foi que le progrès était une lente marche en avant. Mais la patience ressemblait maintenant à une trahison. On a frappé doucement à sa porte. Son adjointe, Sandrine Legrand, est entrée sans bruit, tenant un dossier contre sa poitrine. « Monsieur » a-t-elle commencé. Le président a appelé 2 fois.
Il demande une déclaration. Les chaînes de télévision montent cette affaire en épingle. Jean n'a pas détourné les yeux de la fenêtre. Monter quoi en épingle? Ils disent que le policier a réagi à une menace crédible, a-t-elle dit prudemment. Que les filles étaient des suspectes, l'a-t-il interrompu, se tournant vers elle. Sa voix était stable, mais quelque chose à l'intérieur s'était brisé. Mes filles avaient 17 ans. Elles n'étaient pas armées. Elles aidaient une inconnue. Sandrine a hoché la tête, les yeux brillants. Je sais, mais le syndicat de police pousse déjà la thèse de la légitime défense. Les images n'ont pas été diffusées, et la police refuse de les remettre. Il s'est affalé dans son fauteuil. La justice est censée aller plus vite qu'un mensonge. Sandrine a hésité, puis a posé le dossier. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, la justice bouge rarement sans permission. Les mots sont restés en suspens entre eux. Elle a quitté le bureau, fermant doucement la porte derrière elle. Jean est resté seul, entouré par les symboles d'un système qui lui semblait soudain étranger. La Constitution encadrée, le sceau de la République, les rangées de livres de droit qui ressemblaient maintenant plus à des pierres tombales qu'à des outils. Il a pensé à la banlieue populaire de Paris où il avait grandi. Sa mère faisant des doubles gardes dans une clinique. Son père organisant des rondes de surveillance de quartier la nuit. À l'époque, Jean croyait en la cause et les faits, que le travail acharné et l'honnêteté étaient une armure. Mais chaque titre de journal, chaque murmure de prétoire lui avait appris le contraire. Être noir en France signifiait vivre à un malentendu de la tragédie. Pourtant, il avait choisi le droit, choisi de se battre de l'intérieur. Tu ne peux pas changer le système si tu n'es pas dans la pièce, disait son père. Mais maintenant, il était dans la plus haute pièce qui soit, et cela n'avait toujours pas suffi à sauver ses filles. De l'autre côté de la ville, le commandant Stéphane Lebrun était assis dans une salle d'évaluation obligatoire à l'intérieur de la préfecture de police de Paris. Les stores étaient baissés, l'air épais d'odeurs de café rassis et d'antiseptiques. Une psychologue parlait doucement de l'autre côté de la table. « Racontez-moi encore », a-t-elle dit. Il s'est frotté les tempes. Elle courait vite. J'ai entendu l'appel concernant un vol. 2 suspects, vêtements sombres. L'une d'elles avait quelque chose de brillant dans la main. Et vous avez pensé que c'était une arme? Il a levé les yeux, le regard injecté de sang. Je n'ai pas pensé. J'ai réagi. C'est ce pourquoi on est formé. Formé par qui? Il n'a pas répondu. La psychologue a écrit quelque chose. La mâchoire de Lebrun s'est crispée. Dans son esprit, il revoyait la scène. La main levée, le flash de lumière, la pression sur la détente. C'était arrivé avant même qu'il ne réalise qu'il avait décidé. Et après, il y a eu cet instant de soulagement, le soulagement creux et conditionné d'un homme qui pensait avoir survécu à une menace qui n'a jamais existé. Mais il y avait un autre souvenir enfoui plus profondément. Une voix de ses jours à l'école de police. Un instructeur aboyant sur le stand de tir. L'hésitation tue. Les menaces n'ont pas de seconde chance. Vous rentrez chez vous à la fin de votre service. C'est la règle. Il se souvenait d'avoir hoché la tête à l'époque, ne sachant pas que cette règle ferait un jour de lui un meurtrier. Cette nuit-là, des protestations ont parcouru la capitale. Des bougies brûlaient le long de la place de la République, tenues par des mains noires et blanches. Des chants s'élevaient comme un battement de cœur, régulier, déterminé. Dites leur nom, criait la foule. Manon et Chloé Dubois. Jean regardait depuis une fenêtre sombre du bâtiment du ministère, son reflet superposé aux lumières vacillantes à l'extérieur. Son téléphone vibrait d'appels de sénateurs, de conseillers, de journalistes. Il les ignorait tous. Il écoutait le son d'une nation posant des questions auxquelles il n'avait plus de réponse. Au bout du couloir, Sandrine est revenue avec un air sombre. « Monsieur, je pense que vous devriez voir ça. » Elle a allumé la télévision. Une chaîne d'information locale diffusait une interview d'un préfet de police à la retraite. L'homme parlait avec une certitude étudiée. Le policier a suivi le protocole, a-t-il dit. Dans les environnements à fort stress, la menace perçue est aussi réelle que la menace réelle. C'est la psychologie de la survie. Jean a senti son estomac se nouer. Menace perçue, a-t-il murmuré. Ils ont transformé la peur en défense légale.
Dehors, les chants sont devenus plus forts. La ville était devenue une chambre d'écho. Chaque coin de rue renvoyait des fragments de colère et de deuil. Dans ces échos, Jean a entendu quelque chose de dangereux. Pas seulement du chagrin, mais de l'incrédulité. Les gens n'étaient plus choqués que l'injustice se soit produite. Ils étaient choqués que quelqu'un ait pu croire qu'elle ne se produirait pas. Il s'est retourné vers Sandrine. « Diffusez les images », a-t-il dit doucement. « Monsieur, ce n'est pas, faites-le. Faites-les fuiter si nécessaire. Je ne laisserai pas leur histoire être écrite par des hommes qui n'ont jamais saigné pour elle. » Sandrine a hésité, puis a hoché la tête. « Oui, monsieur. » Alors qu'elle partait, Jean a regardé une fois de plus par la fenêtre. La coupole du Panthéon se profilait au loin, son marbre blanc et indifférent sous les lampadaires. Elle avait été témoin de siècles de procès, mais jamais du sien. Pour la première fois de sa carrière, il a réalisé la vérité que chaque parent dans la foule connaissait déjà. En France, la justice n'avait pas besoin de plus de défenseurs. Elle avait besoin de témoins qui refusaient de détourner le regard. Le jour avant la fusillade portait ce genre de calme qui cache les tempêtes. L'air au-dessus de Paris était lumineux et trompeur, le genre de ciel bleu qui promettait l'ordre, alors que le chaos était déjà en mouvement en dessous. Manon et Chloé Dubois montaient côte à côte les marches du palais de justice, leur blazer bleu marine assorti et repassé, leurs boucles identiques tirées en queue de cheval serré. Elles se ressemblaient comme des reflets l'une de l'autre, sauf que la démarche de Manon était plus rapide, impatiente, tandis que les yeux de Chloé se déplaçaient plus lentement, absorbant chaque détail. Elles n'étaient pas là pour une affaire. Elles étaient là pour l'espoir. Le programme Jeunesse-Justice, une initiative pour les étudiants passionnés par la réforme de la justice pénale, tenait sa dernière session devant le ministère de la Justice. Les sœurs avaient gagné leur place grâce à des mois de recherche sur les relations entre la police et la communauté. Leur mémoire s'intitulait « Voir à travers l'insigne ». Pour elles, ce n'était pas seulement un projet scolaire. C'était un miroir de l'œuvre de leur père. La commissaire Valérie Bernard les attendait dans le hall de marbre, son insigne accroché à sa ceinture, son tailleur strict ne s'adoucissant qu'au niveau des yeux. Valérie connaissait les jumelles Dubois depuis qu'elles étaient enfants. À l'époque, elle leur donnait des cours lors d'ateliers d'été, expliquant les droits de la défense et le devoir civique à un groupe d'adolescents qui croyaient encore que le système pouvait être guéri si suffisamment de bonnes personnes y restaient. « Vous deux, vous avez grandi trop vite », a dit Valérie avec un demi-sourire alors qu'elles approchaient. « La dernière fois que je vous ai vu, vous vous disputiez pour savoir qui poserait la première question au tribunal simulé. » Manon a souri. « J'ai gagné, tu te souviens ?» Chloé l'a poussé du coude. « Tu n'as gagné que parce que tu as cité Robert Badinter. » Valérie a ri. « Choix intelligent. Il est toujours l'une des rares raisons pour lesquelles je me lève et je mets cet insigne. » Le rire s'est estompé aussi vite qu'il était venu. Le regard de Valérie s'est tourné vers les portiques de sécurité à l'entrée. « Écoutez » a-t-elle dit doucement, leur faisant signe de se rapprocher. « Vous faites toutes les deux du bon travail, du vrai travail. Mais vous devez comprendre quelque chose. Le changement n'arrive pas parce que les gens le veulent. Il arrive parce que les gens sont mal à l'aise. Et quand les gens sont mal à l'aise, ils commencent à tirer. » Chloé a froncé les sourcils. « Vous voulez dire littéralement ?» Les yeux de Valérie se sont assombris. « Parfois, la personne la plus dangereuse avec une arme n'est pas celle qui vous déteste. C'est celle qui pense sauver quelqu'un de vous. » Pendant un instant, le bruit des pas et des conversations autour d'elle s'est estompé. Manon a échangé un regard avec sa sœur. Elles savaient toutes les deux que Valérie n'était pas dramatique. Elles se souvenaient. La commissaire avait été de l'autre côté de cette ligne, regardant des collègues transformer la peur en justification. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, le téléphone de Valérie a vibré. Elle s'est écartée, parlant d'un ton sec. Quand elle est revenue, son visage était plus tendu. « Désolé, le devoir m'appelle. Restez proches l'une de l'autre et si jamais vous avez l'impression d'être au mauvais endroit, partez. Peu importe qui pose les questions. Compris ?» Elles ont hoché la tête. Elle leur a adressé un petit sourire avant de se diriger vers les ascenseurs. Les jumelles se sont retournées vers le hall principal où une foule d'étudiants, d'avocats et de leaders communautaires se pressait, bourdonnant d'un optimisme nerveux. La discussion a commencé, mais aucune des deux sœurs ne pouvait se défaire de l'avertissement de Valérie.
De l'autre côté de la ville, dans un commissariat niché entre deux immeubles vieillissants, le commandant Stéphane Lebrun était assis à son bureau avec sa 3e tasse de café brûlé. L'air sentait le papier et la vieille peur. Son partenaire, le lieutenant Nicolas Moreau, s'appuyait contre le cadre de la porte, faisant défiler son téléphone. « Tu vois ça ?» a demandé Moreau. Un rapport anonyme est arrivé la nuit dernière. 2 suspects, type nord-africain, armes possibles, vus en train de rôder près du palais de justice. Tu penses que c'est sérieux? Lebrun a plissé les yeux devant l'écran. Ça pourrait. Le palais a déjà eu des menaces. Moreau a haussé les épaules. Peut-être, mais ça sonne bizarre. La description est super vague. Pas de taille, pas de corpulence, pas de véhicule, juste des suspects possibles. C'est rien ou c'est quelque chose, a marmonné Lebrun. Il a levé les yeux vers le tableau d'affichage du commissariat rempli de photos d'identité judiciaire et d'épingles de couleur marquant les zones de criminalité. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. Pas ces jours-ci, a soupiré Moreau. Tu ne penses pas que c'est peut-être ça le problème? Lebrun n'a pas répondu. Il a fixé le moniteur devant lui où le rapport brillait faiblement. Anonyme, sans signature, mais signalé comme urgent. Il était passé par le système interne du ministère, un fantôme avec des accréditations. Son doigt a plané au-dessus de la touche de suppression, puis s'est arrêté. Quelque chose en lui voulait que ce soit vrai. La formation, la paranoïa, tout cela avait besoin d'être validé. Chaque policier en avait besoin. Plus tard dans l'après-midi, alors que les jumelles sortaient du palais de justice après le forum, le ciel était devenu gris et un orage se préparait au loin sur la Seine. Des journalistes s'agglutinaient au bas des marches, prenant des photos des étudiants comme s'ils étaient des symboles de progrès. Manon les a salués poliment de la main. Chloé s'est arrêtée pour aider une femme âgée dont le parapluie s'était retourné. « Vous êtes des anges, les filles, a dit la femme en souriant. La plupart des gens passent leur chemin. Chloé a souri en retour. On a été élevés pour ne pas le faire. Elle n'a pas remarqué l'objectif de l'appareil photo de l'autre côté de la rue, qui cliquait silencieusement. À l'intérieur d'une voiture de patrouille garée, Lebrun ajustait son zoom. 2 jeunes femmes noires en blazer assorties. Les mots du rapport lui murmuraient à l'oreille. Il a pris une autre gorgée de café, son pouls régulier, mais sa main tapotant contre le volant. Moreau a jeté un coup d'œil. « Tu suis des lycéennes maintenant ?»« Je m'assure juste que les choses concordent, a dit Lebrun. Ça pourrait n'être rien. Ça pourrait aussi être ta paranoïa, a répondu Moreau, à moitié en plaisantant. Lebrun n'a pas ri. Il a continué à regarder les jumelles disparaître au coin de la rue. Puis il a sorti son téléphone et a envoyé un message rapide à la radio. Possible correspondance visuelle près du palais, surveillance en cours. Quand il a reposé le téléphone, la pluie a commencé. Elle est tombée soudainement et fort, délavant la couleur de la ville jusqu'à ce que tout semble de la même nuance de gris. Lebrun a remonté sa fenêtre et a vérifié son arme de poing. Une habitude, rien de plus. C'est du moins ce qu'il se disait. Cette nuit-là, le rapport anonyme a été mis à jour à nouveau. Une nouvelle note est apparue au bas du fichier. Sujet confirmé comme menace possible. Maintenir la surveillance. Personne ne l'a signé. Personne ne l'a remis en question. Et quelque part dans le bourdonnement silencieux du commissariat, le premier domino était déjà tombé. Stéphane Lebrun était assis seul dans sa voiture, la lueur du lampadaire vacillant sur son visage. Sa main reposait sur la crosse de son pistolet, ses doigts se resserrant juste assez pour que l'arme vibre contre sa paume. Il ne le savait pas encore, mais la prochaine fois que ce réflexe reviendrait, ce ne serait pas un entraînement. Ce serait l'histoire. Au moment où les sirènes se sont tues, le sang avait déjà séché sur la pierre du palais. Le vent venant des quais de Seine transportait une odeur de fer et de panique, une odeur qui entrait la ville pendant des semaines. La place, autrefois une scène pour la justice, était devenue une scène de crime. Bien que personne ne puisse s'accorder sur l'identité des criminels. Les images ont atteint les réseaux sociaux avant même le rapport de police. 30 secondes d'horreur. 2 adolescentes en uniforme scolaire se penchant pour aider une femme âgée qui avait trébuché près de l'entrée du palais. Puis un cri, indistinct, peut-être de la foule, et un éclair.
Le son du coup de feu a craqué à travers la vidéo comme un marteau de juge s'abattant sur l'innocence. L'une des jumelles s'est effondrée instantanément. L'autre a tendu la main, sa voix perçant le chaos. Elle n'a pas. Puis le deuxième coup. La vidéo s'est terminée sur des hurlements. En 1 heure, le clip était partout. Les présentateurs de journaux ont comblé les vides avec des spéculations. La police a agi sur une menace perçue. Lien terroriste possible. Le policier croyait qu'une des suspectes était armée. Des mots qui étaient devenus la deuxième langue de la France, parlés couramment chaque fois que la peau noire rencontrait les balles. Au ministère de la Justice, Jean Dubois regardait tout se dérouler sur un mur de moniteur. Son propre visage est apparu sur l'une des chaînes alors qu'il discutait du conflit d'intérêts potentiel entourant le procureur général. L'ironie le rongeait. Ils ont appelé ces filles des « suspectes » avant de les appeler des « étudiantes ». Ils ont parlé des « incidents » au lieu de « meurtres ». Sa chef de cabinet, Sandrine Legrand, se tenait derrière lui, téléphone à la main. « Monsieur, nous devons préparer une déclaration. » « Une déclaration ?» La voix de Jean était basse, contrôlée. « Qu'est-ce que je dis? Que le système que j'ai passé ma vie à défendre vient d'assassiner mes enfants ?» Sandrine a hésité. « Si nous ne parlons pas, ils définiront le récit en premier. »« Ils l'ont déjà fait, » a-t-il dit. Ses yeux n'ont jamais quitté l'écran. Ils le font toujours. À l'hôpital, le couloir devant l'unité de soins intensifs était bondé d'agents, de médecins et de journalistes faisant semblant de chuchoter. Manon était toujours en vie, à peine. Des machines respiraient pour elle. Le corps de Chloé avait été transféré à la morgue 2 étages plus bas. J'en étais pas encore prêt à la voir. Il était assis dans la salle d'attente, sa veste de costume drapée sur ses épaules comme un linceul, les mains si serrées que ses jointures étaient devenues blanches. La commissaire Valérie Bernard est arrivée en civil, le visage lourd de fatigue. « Monsieur, » a-t-elle dit doucement, « je suis venu dès que j'ai appris. » Il a levé les yeux, et pendant un instant, le masque de l'autorité a glissé. « Vous leur avez appris à croire en la justice, » a-t-il murmuré. « Et je leur ai dit que la justice croyait en elle. » La mâchoire de Valérie s'est crispée. Il y a des images des caméras de sécurité, plusieurs angles, mais le commissariat prétend qu'il y a eu des erreurs techniques. Jean a froncé les sourcils. Des erreurs techniques? Ils disent que les flux se sont interrompus pendant la fusillade. Mais monsieur, j'ai vérifié les journaux avant qu'ils ne soient verrouillés. Quelqu'un a accédé aux données 1 heure après l'incident et a supprimé 3 minutes d'image. Qui? Je ne sais pas, mais le code d'accès provenait du réseau du ministère de la Justice. Les mots l'ont frappé plus fort que les coups de feu n'auraient jamais pu le faire. De l'intérieur de sa propre maison. Plus tard dans l'après-midi, il a été convoqué à une réunion d'urgence dans la salle de conférence du procureur général. La pièce était remplie de membres du cabinet, de conseillers et d'attachés de presse qui parlaient tous les uns par-dessus les autres. Les écrans affichaient les titres de toutes les grandes chaînes. 2 suspects abattus devant le palais de justice. Menace possible neutralisée. Indignation publique alors que le ministère de la Justice fait face à un examen minutieux. Les filles du procureur général au centre de l'enquête sur la fusillade. Jean a fixé les titres en silence. Ses collègues débattaient de stratégies de gestion de crise comme s'ils discutaient d'une coupe budgétaire, pas d'un bain de sang. Nous devons prendre les devants, a dit un assistant. Clarifier que l'enquête sera indépendante. Indépendante? A répété doucement Jean. Vous voulez dire intouchable? Un représentant de l'Élysée a pris la parole. L'équipe du président pense qu'il est préférable que vous vous mettiez en retrait temporairement, monsieur, juste jusqu'à la fin de l'enquête. Jean a levé les yeux brusquement. Vous me demandez de me récuser de l'affaire de mes propres filles? C'est pour votre protection, a répondu l'homme avec précaution. Si vous restez impliqué, cela semble politique. Il s'est penché en avant, sa voix basse mais tranchante comme un rasoir. Si je me mets en retrait, cela ressemble à une reddition. Le silence est tombé dans la pièce pendant un moment. Personne ne respirait. Puis le directeur de la communication a parlé doucement. Monsieur, le récit se forme déjà. Le public a besoin de voir du calme, pas de la vengeance. Jean s'est levé, les mains tremblantes. Du calme? Vous voulez du calme?
Mes filles ont été abattues sur les marches du palais, et vous voulez que j'aie l'air calme? Sa voix s'est élevée, rauque et humaine, plus le ton mesuré d'un fonctionnaire. Si la plus haute fonction de ce pays ne trouve pas le courage de nommer un meurtre quand elle en voit un, alors peut-être que nous ne méritons pas de nous appeler une nation de loi. Le silence qui a suivi était absolu. Même le bourdonnement de la climatisation semblait s'être arrêté. Cette nuit-là, Jean est retourné à son bureau. Le bâtiment était presque vide, des lumières vacillant dans le couloir. Sur son bureau se trouvait un rapport de police imprimé estampillé, confidentiel. Il l'a lu lentement, ses yeux se rétrécissant à chaque ligne. Le compte rendu officiel affirmait que le policier avait répondu à une agression potentielle sur un civil. Il décrivait Manon et Chloé comme des suspects correspondant à la description de délinquantes antérieures. Il a tourné la page. En bas, en petits caractères, se trouvait une note. Conclusion préliminaire, légitime défense. Légitime défense. 2 mots conçus pour effacer une vie. Jean a pris son téléphone et a appelé Valérie. « Trouvez-moi les images supprimées », a-t-il dit. « Toutes. Ils s'en prendront à vous », a-t-elle prévenu. « Vous perdrez votre poste. »« J'ai déjà perdu tout ce qui comptait », a-t-il dit et a raccroché. Dehors, la pluie a recommencé à tomber, lavant les marches du palais où le sang s'accrochait encore obstinément à la pierre. Les journalistes appelaient ça une tâche. Les manifestants appelaient ça une preuve. Mais pour Jean, c'était autre chose, une blessure gravée dans le cœur de la justice elle-même, une blessure qu'aucun pouvoir ne pourrait guérir. Quelque part au fond d'une base de données de la police, un technicien a fini d'effacer la dernière trace des fichiers supprimés. Lorsqu'il s'est déconnecté, le système a affiché un bref message avant que l'écran ne devienne noir. Accès terminé. Autorisé par l'inspection générale. L'homme a froncé les sourcils. Il n'avait jamais vu ce niveau d'habilitation auparavant. Puis il a éteint les lumières et s'est éloigné, ignorant qu'il venait d'enterrer le premier morceau de vérité. À Paris, le sang sur les marches avait disparu le matin, mais l'écho des tirs est resté, rebondissant sur chaque mur de salle d'audience en France, posant une question à laquelle personne ne voulait répondre. La capitale avait appris à faire son deuil en silence. Une semaine après la fusillade, les manifestations remplissaient encore les rues, mais à l'intérieur des murs de marbre du pouvoir, le bruit était géré, adouci, traduit dans un langage qui s'intégrait parfaitement dans les briefings et les communiqués de presse. Événement tragique, enquête en cours, conformité procédurale présumée. Des mots polis pour émousser la douleur. Jean Dubois était assis dans son bureau au ministère de la Justice, les stores à moitié baissés, son reflet fracturé sur la vitre. Ses conseillers étaient rassemblés autour de la table de conférence, leur voix basse et répétée. Il ne parlait pas de ses filles. Il parlait d'images. « Monsieur, nous devons contrôler le récit », a dit Robert Hay, le directeur de la communication. « Si vous parlez maintenant, cela pourrait être interprété comme un parti pris. Vous êtes trop proche de l'affaire. »« Je suis l'affaire », a dit tranquillement Jean. Robert s'est agité, mal à l'aise. Raison de plus pour laisser le processus se dérouler. Le système doit gérer ça. Jean s'est tourné, les yeux sombres. Le système les a tués. Sandrine Legrand, son adjointe, est intervenue doucement. Jean, ils vous accuseront d'instrumentaliser votre bureau pour une vengeance personnelle. Vous devez rester au-dessus de ça. Prenez du recul. Laissez l'inspection générale faire son travail. Il s'est penché en avant, les doigts joints. L'inspection générale nous rend des comptes. C'est précisément pourquoi vous ne pouvez pas être impliqué, a dit Sandrine. Vous êtes le procureur général. Vous ne pouvez pas diriger une enquête sur vous-même. Le silence est tombé dans la pièce. Ils avaient raison et ils avaient tort. Il était piégé entre 2 identités. Le père qui voulait crier et le fonctionnaire qui avait juré de respecter la procédure. Mais la procédure, apprenait-il, n'était qu'un autre mot pour le retard. Après la réunion, il les a tous congédiés. Le silence qui a suivi était lourd, vivant. Il a desserré sa cravate et s'est enfoncé dans son fauteuil. Dehors, la pluie traçait des lignes sur la fenêtre, comme si la ville pleurait pour lui. Sur son bureau, le dossier de police était resté fermé. Il ne pouvait pas se résoudre à le relire. Au bout du couloir, dans un bureau oublié du sous-sol,
la commissaire Valérie Bernard faisait ce que Jean ne pouvait pas faire. Son badge avait été suspendu après qu'elle ait fait fuiter des fichiers internes à un journaliste. Mais cela ne l'a pas arrêtée. Elle avait vu trop de dissimulation pour faire confiance au processus. Elle a cliqué dans les bases de données, traquant le nom de Stéphane Lebrun à travers des années de dossiers de police. Le schéma s'est formé comme des ecchymoses. 3 fusillades antérieures, toutes classées comme justifiées. Les victimes n'étaient pas armées. Les rapports étaient identiques, mot pour mot. Elle a fait défiler plus loin et un nouveau nom a fait surface dans les journaux d'approbation. Opération Bouclier Blanc. Elle a froncé les sourcils. Bouclier Blanc n'était pas un service qu'elle reconnaissait. Le dossier était classé au-dessus de son niveau d'habilitation, mais Valérie avait appris que les murs n'étaient aussi solides que les personnes qui les construisaient. Elle a contourné le verrou avec un ancien code d'accès d'un supérieur à la retraite. Le dossier s'est ouvert. Ce n'était pas un service. C'était un fonds, un réseau de protection enfoui sous une ligne budgétaire du budget de la gendarmerie et de la police nationale, conçu pour fournir un soutien juridique et un blindage procédural aux agents impliqués dans des incidents critiques. Le phrasé était un camouflage bureaucratique. En clair, cela signifiait l'immunité. Valérie a fait défiler jusqu'à la page d'autorisation, son souffle s'est coupé. Approuvé et renouvelé. Année fiscale 2023. Signataire, procureur général Jean Dubois. Pendant un long moment, elle a juste fixé l'écran, incapable de bouger. La prise de conscience a été brutale et précise. L'homme dont les filles avaient été abattues avait autrefois signé le document qui rendait leur tueur intouchable. Pas par malveillance, mais par foi. La foi que le système pouvait protéger à la fois les innocents et les honorables. Elle a murmuré pour elle-même. Vous avez construit le bouclier qui les a enterrés. Elle a fermé l'ordinateur portable et s'est penchée en arrière, expirant lentement. Son téléphone a vibré, un numéro masqué. Elle a hésité, puis a répondu. Commissaire Bernard, a dit une voix basse et déformée. Arrêtez de creuser. Vous entrez dans un domaine où vous ne pouvez pas gagner. Qui est-ce? Quelqu'un qui a déjà vu cette pièce se jouer, a répondu la voix. L'opération Bouclier Blanc n'est pas une erreur. C'est une politique, et les politiques ne saignent pas. La ligne s'est coupée. Cette nuit-là, Jean ne pouvait pas dormir. Le poids du silence public était suffocant. Chaque journal télévisé disséquait son visage, ses poses, son chagrin. Les commentateurs le qualifiaient de « mesuré ». Il voulait dire « contrôlé ». Le président avait appelé 2 fois, offrant des condoléances qui ressemblaient à des clauses de non-responsabilité juridique. Chaque mot semblait scénarisé, préapprouvé, vidé de son sens. À 2 heures du matin, son téléphone a vibré. Un message de Valérie. Nous devons parler. Pas ici. Ils se sont rencontrés dans un parking souterrain, 2 ombres dans la faible lumière. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit, lui tendant une clé USB. Ce n'est pas seulement Lebrun. Il y a un schéma. Un fonds appelé Opération Bouclier Blanc. C'est comme ça qu'il protège les agents des poursuites. C'est comme ça qu'il s'en est sorti avant. Les doigts de Jean se sont refermés sur la clé. Qui le dirige? Ses yeux ont rencontré les siens. Vous avez signé le renouvellement. Il s'est figé. De quoi parlez-vous? C'est votre signature, Jean. Vous avez approuvé le budget qui finance les équipes juridiques pour ces affaires. Vous ne saviez pas ce que c'était vraiment, mais maintenant vous le savez. Il a senti le sol se dérober sous lui. Le dossier, le briefing. Il se souvenait d'avoir signé une douzaine d'approbations ce jour-là, chacune présentée comme un financement opérationnel de routine. Il ne l'avait pas remis en question. Il ne le faisait jamais. Je l'ai construit, a-t-il murmuré. J'ai construit la chose qui les a tués. Valérie s'est approchée. Non, vous avez cru que le système pouvait se réparer lui-même. C'est sur ça qu'il compte. Des gens bien comme vous pour le maintenir en vie. Il a regardé la clé USB, puis elle. Si ça sort, ça ne fera pas seulement tomber un service. Ça fera tomber le ministère de la Justice. Alors peut-être qu'il en a besoin, a-t-elle dit doucement. Jean a détourné le regard,
le son d'un tonnerre lointain résonnant au-dessus de la ville. Pendant des années, il avait prêché la réforme de l'intérieur. Mais debout là, entouré par le bourdonnement des néons et la trahison, il a réalisé la vérité. On ne peut pas réparer ce qui n'a jamais été construit pour être juste. Il a glissé la clé USB dans sa poche. Si nous agissons, a-t-il dit, nous le faisons prudemment. Pas de fuite, pas de gros titres jusqu'à ce que nous ayons des preuves. Valérie a hoché la tête. Je trouverai les fichiers qu'ils ont supprimés. Vous, trouvez le courage qu'il parie que vous avez perdu. Alors qu'elle s'éloignait, Jean a levé les yeux vers le plafond de béton. Le silence du pouvoir était plus fort que n'importe quelle protestation. C'était le son de la complicité déguisée en ordre. Il comprenait maintenant pourquoi tant d'hommes bons restaient silencieux. Parce qu'au moment où vous parliez, le système s'assurait que vous aviez tout à perdre. Il a sorti son téléphone, faisant défiler les messages sans réponse du cabinet du président. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a tapé une ligne dans son application de notes et l'a fixée pendant un long moment. La justice ne meurt pas dans l'obscurité. Elle meurt en silence. Il a sauvegardé le fichier, éteint les lumières et est sorti sous la pluie. Le lundi matin, les rues de Paris ressemblaient à une blessure qui refusait de se refermer. Les manifestants ont inondé la place de la République, brandissant des pancartes en carton sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour les jumelles Dubois » et « Qui nous protège des protégés ?» La ville pulsait de fureur et de chagrin. Des caméras de drone planaient au-dessus, diffusant chaque slogan et chaque larme à travers une nation déjà divisée par les convictions. À l'intérieur du ministère de la Justice, l'ambiance était suffocante. Jean Dubois se tenait devant une salle de fonctionnaires, de journalistes et de flashs crépitants. Chaque question semblait être une lame. « Monsieur le procureur général » a crié un journaliste. « Prévoyez-vous de démissionner ?» Il l'a fixé de la même manière qu'il avait autrefois fixé des témoins à la barre, stable, sans pitié. « Démissionner ? Non. Je prévois d'enquêter. » La salle a bourdonné. Une autre voix s'est élevée. « Mais vous êtes le père des victimes. Comment pouvez-vous prétendre à l'objectivité ? » « Je ne prétends pas à l'objectivité, » a-t-il dit, la voix dure. « Je revendique la responsabilité. » La petite phrase a fait le tour de toutes les chaînes en moins d'une heure. Dehors, le syndicat de police a publié une contre-déclaration défendant le commandant Stéphane Lebrun. Ils l'ont décrit comme un officier décoré agissant sous la contrainte et ont mis en garde contre un jugement hâtif dicté par l'émotion. Le porte-parole du syndicat se tenait derrière un podium flanqué de policiers en uniforme. Cet officier mérite la même procédure régulière que n'importe qui d'autre. L'ironie brûlait dans l'air comme de l'acide. Mais tout le monde en bleu ne restait pas solidaire. La commissaire Valérie Bernard était devenue le murmure dans chaque couloir de commissariat. Ces documents, divulgués anonymement aux Parisiens, avaient exposé une traînée de mémos internes liant l'opération Bouclier Blanc à plus d'une douzaine de cas de faute professionnelle dans 5 régions. L'histoire est devenue virale du jour au lendemain. Un programme de l'État protégeant les policiers violents. Le titre précisé en dessous, approuvé par le bureau du procureur général. Jean a lu l'article depuis son bureau, la mâchoire serrée. Il savait que ça finirait comme ça. Les loups tournaient en rond, sentant le sang. Le sien. Le chef de cabinet du président a appelé dans l'heure. « Jean, la pression devient dangereuse » a dit la voix. L'image est impossible. Vous devez envisager de vous retirer. Jean s'est tourné vers la fenêtre où les chants des manifestants résonnaient faiblement à travers la vitre. Si un système ne supporte pas de regarder ses propres crimes, a-t-il dit doucement, alors il n'a pas le droit de se dire justice. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis la voix s'est adoucie. Vous rendez ça personnel. C'est personnel. Il a raccroché. De l'autre côté de la ville, Stéphane Lebrun était assis dans sa cuisine, les stores baissés. Ses papiers de suspension étaient toujours sur la table, intacts. Son insigne avait été pris, mais pas son arme. Le syndicat lui avait déjà assigné un avocat et lui avait dit de rester silencieux. « Nous nous occuperons de la presse », avait-il dit. « Toi, fais profil bas. » Mais le silence n'était pas une protection. C'était une cage. Son téléphone vibrait de menaces et de messages de haine. Certains le traitaient de meurtrier. D'autres, de héros. Il ne se sentait ni l'un ni l'autre.
Quand il se regardait dans le miroir, il reconnaissait à peine l'homme qui le fixait. Il se souvenait du flash de l'arme, du cri, du regard sur le visage de la plus jeune jumelle. Elle ne s'était même pas avancée vers lui. Elle s'était éloignée, vers la femme qui était tombée. Pour la première fois, le souvenir ne ressemblait pas à une défense. Il ressemblait à une preuve. Valérie regardait les mêmes images depuis une petite pièce sans fenêtre au sous-sol du service informatique du district. Le technicien à côté d'elle, un homme nerveux nommé Léo Martin, tremblait en expliquant ce qu'elle soupçonnait déjà. Le flux de surveillance a été effacé 1 heure après la fusillade, a-t-il dit. Quelqu'un de haut placé a autorisé une suppression à l'échelle du système. Mais vous avez dit que certains fragments étaient sauvegardés. Oui. Le cache se synchronise automatiquement pendant 24 heures. Il est fragmenté en paquets de données. J'ai reconstitué ce que j'ai pu. Il a appuyé sur lecture. La vidéo était granuleuse mais sans équivoque. Les jumelles étaient sur les marches du palais, penchées sur une femme âgée dont le sac s'était renversé sur le béton. La plus grande fille, Chloé, tendait à la femme un portefeuille marron. À ce moment précis, Lebrun est entré dans le champ, arme au poing. La femme a montré les jumelles du doigt, criant quelque chose d'inaudible. Le policier a tiré avant que l'image ne puisse se recentrer. Les filles se sont écroulées. La femme a hurlé. La gorge de Valérie s'est nouée. Elle a mis sur pause. Elle l'aidait, a-t-elle murmuré. Léo a hoché la tête. L'horodatage correspond à l'appel radio. Le rapport sur 2 femmes noires tentant un vol est arrivé exactement 4 minutes avant ces images. De qui? Il a hésité. C'était un numéro masqué. Le code interne ressemble à un relais de police. Quelqu'un l'a fabriqué. Valérie a fermé les yeux. La vérité n'était pas seulement laide. Elle était fabriquée. Elle a copié les images sur une clé USB et l'a glissée dans la poche de son manteau. En quittant le bâtiment, elle a remarqué une voiture officielle noire garée de l'autre côté de la rue. Les yeux du conducteur ont rencontré les siens dans le rétroviseur. Elle a marché plus vite, le cœur battant. Le moteur a vrombi, puis s'est estompé dans la circulation. Le soir venu, les images étaient sur le bureau de Jean. Il les a regardées seul dans le noir. L'écran vacillait. L'image de ses filles encadrée par des colonnes de marbre, la lumière du soleil se déversant sur elles. Leur rire, silencieux maintenant, semblait résonner dans son esprit. Quand le coup de feu est parti, il n'a pas bronché. Il a juste regardé, sans scier, alors que la vérité déchirait enfin la dernière illusion à laquelle il s'était accroché. Il s'est penché en arrière, tremblant, se murmurant à lui-même, elle n'était pas des suspectes. Elle sauvait quelqu'un. Valérie se tenait dans l'embrasure de la porte, silencieuse. Vous devez diffuser ça, a-t-elle dit doucement. Il l'a regardé, son visage pâle sous la lumière du bureau. Si je le fais, ça fera s'effondrer tout le bâtiment. Elle s'est approchée. Alors c'est peut-être le but. Dehors, la foule a de nouveau rugi, plus fort cette fois. Des hélicoptères planaient au-dessus du palais comme des vautours tournant autour d'une carcasse. À l'intérieur du ministère de la Justice, les serveurs bourdonnaient silencieusement, leurs murs de données épais de secrets. Mais maintenant, une vérité s'était échappée. Et une fois sortie, personne ne pouvait la remettre en place. Quelque part dans la ville, un journaliste a reçu un email anonyme avec une pièce jointe vidéo. Sujet, le sang que vous avez enterré. Quand il a cliqué sur lecture, la première image s'est figée sur 2 filles souriant dans la lumière du matin, ignorant que le monde dans lequel elles croyaient les visait déjà. La première vraie rupture du silence n'est pas venue d'un politicien, d'un avocat ou d'un journaliste, mais d'une femme de ménage. Monique Fournier avait 62 ans, elle travaillait au palais de justice. Son service commençait avant l'aube, quand le marbre brillait encore de la rosée de la ville. Elle n'avait pas de réseaux sociaux, pas d'avocat, et aucune raison de s'impliquer, sauf qu'elle était là. Elle avait tout vu. Pendant des jours, elle est restée silencieuse. Son superviseur lui a dit de faire profil bas, que c'était trop compliqué. Un inspecteur de l'IGPN est passé à son appartement, suggérant gentiment qu'elle ne se souvenait pas bien des choses. Puis quelqu'un a laissé une note sous sa porte. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. N'aggravez pas les choses pour vous. Cette nuit-là, Monique était assise dans sa petite cuisine,
les mains tremblant au-dessus d'une tasse de café ébréchée. Les nouvelles locales repassaient la vidéo encore et encore, sa voix en arrière-plan, criant à l'aide, brouillée par le statique. Elle a fixé l'image des deux filles s'effondrant sur les marches du palais. Elle se souvenait de la plus jeune, Chloé, lui tendant son portefeuille. Elle se souvenait du sourire. C'était le genre de sourire que les gens portent quand ils croient encore que la gentillesse peut réparer quelque chose. Le lendemain matin, Monique a appelé un numéro qu'elle a trouvé en ligne. Valérie Bernard a répondu. Commissaire Bernard. Mon nom est Monique Fournier. Je crois que je suis la femme dans cette vidéo. Il y a eu une pause. Valérie était submergée de menaces et d'avis de suspension. Son bureau scellé, son badge confisqué. Le ministère prétendait qu'elle avait violé la politique interne en interférant avec une enquête en cours, mais elle avait toujours son téléphone et sa volonté. Madame Fournier, a dit doucement Valérie. Comprenez-vous ce que cela signifie? Monique a expiré. Ça signifie que je ne peux pas dormir si je ne parle pas. Elles se sont rencontrées dans un bistrot en périphérie de la ville. Monique portait un simple manteau gris et une casquette de baseball baissée. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Elles m'ont sauvé, a-t-elle dit, les yeux remplis de larmes. J'ai trébuché, j'ai fait tomber mon sac. Ces filles sont arrivées en courant. J'ai cru que c'étaient des anges. Valérie a hoché la tête, la laissant finir en silence. Le policier, il leur a crié de s'arrêter. Elles se sont figées. L'une a levé les mains. J'ai essayé d'expliquer, mais ils ne me regardaient pas. Ils ne les regardaient pas non plus. Ils regardaient une histoire qui avait déjà été écrite. Valérie a enregistré chaque mot. Quand l'interview s'est terminée, elle a tendu la main à travers la table et a pris celle de Monique. Vous êtes courageuse, Madame Fournier. Ils vont s'en prendre à vous. Ils l'ont déjà fait, a dit doucement Monique. Mais je nettoie leur bureau depuis 30 ans. Je sais comment cette ville cache sa saleté. Le lendemain matin, la déclaration de Monique avait fuité. Sa voix, non entraînée, tremblante, mais inébranlable, passait aux informations nationales. Le pays écoutait. Une femme blanche, un témoin oculaire, décrivant deux filles noires essayant de l'aider avant d'être abattues. C'était le genre de témoignage qui perçait le bruit. Le genre qui poussait les gens qui ne se posaient jamais de questions à commencer à le faire. La réaction a été rapide. Des sources anonymes l'ont traitée de menteuse, de vieille femme confuse. Les talk-shows ont disséqué son passé. Un journal a titré « La mémoire d'une femme de ménage remise en question dans la fusillade du palais ». La campagne de diffamation était professionnelle, coordonnée. Mais pour chaque insulte qui lui était lancée, 10 personnes de plus partageaient son interview. La vérité, autrefois chuchotée, devenait contagieuse. Pendant ce temps, Stéphane Lebrun n'avait pas quitté sa maison depuis 5 jours. Les stores étaient baissés. Le sol était jonché de boîtes de plats à emporter et de flacons de médicaments. Le sommeil ne venait pas. Quand il venait, c'était violemment. Des éclairs de coups de feu, des silhouettes de jumelles tombant, l'écho de ses propres cris. Il se réveillait trempé de sueur, haletant. Son partenaire, le capitaine David Leroy, est passé une fois. Ils te démolissent dehors, Stéphane, a-t-il dit. Tu devrais quitter la ville. Laisse le syndicat gérer ça. Lebrun s'est frotté les tempes. Tu as déjà eu l'impression que le boulot te reconfigure le cerveau? Que tu vois des menaces là où il n'y en a pas? Leroy a froncé les sourcils. Tu as fait ce pourquoi tu as été formé. Ouais, a dit Lebrun d'une voix creuse. C'est ça qui me fait peur. Plus tard cette nuit-là, il s'est enregistré sur son téléphone. Sa voix s'est brisée, mais il n'a pas arrêté. Je n'ai pas tiré sur 2 filles, a-t-il dit à la caméra. J'ai tiré sur ce qu'ils m'ont appris à craindre. J'ai tiré sur le fantôme qui vit dans chaque briefing, chaque cycle d'information, chaque avertissement qu'ils nous ont inculqué. Je n'ai pas vu des enfants. J'ai vu un danger. Et c'est ça la vraie maladie. Ils m'ont dit que je protégeais le public, mais le public que j'ai vu n'était plus humain. Il n'a jamais envoyé la vidéo, mais la confession, brute et fracturée, trouverait son chemin de toute façon. De retour en ville, Valérie était assiégée. Le ministère l'avait officiellement suspendue sans solde pour extraction de données non autorisées.
Sa boîte de réception était inondée de courriers haineux et de menaces juridiques, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Elle avait les images, le témoignage de Monique et le courage d'aller de l'avant. Un soir, alors qu'elle quittait le bistrot où elle et Monique s'étaient rencontrées, une voiture officielle noire a dévié vers le trottoir, la manquant de quelques centimètres. La vitre du conducteur s'est baissée juste assez longtemps pour qu'une voix siffle « Tu es la prochaine ». Elle n'a pas bronché. Elle a juste mémorisé la plaque d'immatriculation. Au même moment, le ministère de la Justice implosait. Des législateurs demandaient la démission de Jean Dubois, l'accusant de compromettre l'intégrité de son bureau. La déclaration du président était une distance à peine voilée. Nos pensées vont à la famille Dubois alors que nous assurons une procédure régulière pour toutes les parties concernées. Mais Jean n'a pas démissionné. Pas cette fois. Il est entré dans une conférence de presse en direct sans note ni conseiller. Sa cravate desserrée, ses yeux cernés par l'épuisement. Les appareils photo cliquaient furieusement. « Mon nom est Jean Dubois », a-t-il commencé. « Certains d'entre vous me connaissent comme le procureur général, mais ce n'est pas lui qui vous parle aujourd'hui. Je suis un père. Mes filles, Manon et Chloé, ont été abattues sur les marches du palais de justice. Et j'ai appris quelque chose de douloureux depuis ce jour. » Il a fait une pause, sa voix stable mais rauque. J'ai cru en un système qui promet la justice mais exige le silence. J'ai cru qu'il pouvait se guérir lui-même. J'avais tort. La vérité est que nous avons construit une structure si rigide dans sa peur qu'elle ne peut pas voir l'innocence quand elle se présente devant elle. Je ne peux plus servir cela. Ni en tant que dirigeant, ni en tant qu'homme, et ni en tant que père. Il a retiré l'insigne du ministère de son revers et l'a posé sur le pupitre. Je démissionne donc de mon titre. Pas de mon combat. La salle a explosé. Question, flash, chaos. Jean s'est éloigné sans répondre. Dehors, les manifestants ont acclamé son nom. À travers le pays, des gens qui ne s'étaient jamais souciés de politique ont soudain vu un homme dépouillé de son pouvoir, parlant seulement en tant que parent. Cette nuit-là, Valérie a regardé la diffusion depuis son appartement sombre. Son téléphone a vibré avec un message crypté. Pas de nom, pas de numéro, juste une ligne de texte. Vous ne me connaissez pas, mais je vous crois. La vérité est plus grande que nous tous. Continuez. Elle a regardé par la fenêtre la ville qui brillait sous sa propre culpabilité. Quelque part là dehors, les fissures dans le système s'élargissaient. Pas assez vite, mais assez pour que la lumière s'infiltre. Et pour la première fois depuis la fusillade, le murmure de la vérité semblait plus fort que le silence de la peur. C'était le genre de deuil qui faisait retenir son souffle à Paris. Le palais de justice, ses colonnes blanches brillant sous un ciel d'ardoise, était redevenu le centre du regard de la nation. Mais cette fois, le sang sur les marches avait été nettoyé, remplacé par des équipes de tournage et des barricades. À l'intérieur, l'air semblait chargé, comme le moment avant un orage. Chaque siège était occupé. Sénateurs, militants, avocats et citoyens ordinaires remplissaient la salle d'audience. Les banderoles à l'extérieur disaient « Justice pour Manon et Chloé ». Sur tous les écrans de télévision de France, le même titre défilait « L'enquête nationale sur l'immunité policière commence ». Jean Dubois était assis à la table des témoins. Plus procureur général. Pas de titre, pas d'entourage, juste un père en deuil dans un costume sombre. Il regardait droit devant lui, le bourdonnement de la salle s'estompant jusqu'à ce qu'il n'entende plus que son propre pouls. À l'autre table était assis le commandant Stéphane Lebrun, pâle et rigide dans son uniforme. Ses mains s'agitaient sous le bureau, ses doigts traçant des cercles invisibles sur le bois. Derrière lui, des représentants du syndicat de police chuchotaient entre eux, les visages de pierre comme si la loyauté pouvait survivre à la culpabilité. La commissaire Valérie Bernard se tenait d'un côté, une pile de dossiers et de disques durs à côté d'elle. Sa suspension avait été levée après que la pression publique se soit transformée en nécessité politique. Maintenant, elle était là, sa voix le scalpel qui allait inciser le cœur du système qu'elle avait autrefois juré de protéger. La présidente de la commission, la sénatrice Catherine Roussel, s'est éclaircie la gorge. Cette commission est réunie pour enquêter sur les événements entourant la fusillade du palais de justice et le programme connu sous le nom d'Opération Bouclier Blanc. Ses yeux ont balayé la salle. Nous commencerons par les conclusions de la commissaire Bernard. Valérie s'est avancée, son ton calme mais implacable.
L'opération Bouclier Blanc, a-t-elle commencé, n'était pas un programme pour la sécurité des agents. C'était un mécanisme d'effacement. Entre 2015 et 2024, plus de 200 enquêtes internes sur l'usage excessif de la force ont été classées sans suite en vertu de ses protections politiques. Elle a soulevé un dossier et l'a posé sur la table avec un bruit sec. Chacune signée sous l'autorité du ministère de la Justice. La foule a murmuré. Les appareils photo ont cliqué. Ce n'étaient pas des incidents isolés, a-t-elle poursuivi. C'étaient des schémas. Des agents innocentés avant que les preuves ne soient examinées, des images de caméras piétons supprimées pour des erreurs de données, et des règlements payés discrètement avec l'argent du contribuable. Le dossier du commandant Stéphane Lebrun correspond à ce schéma. L'avocat de Lebrun s'est levé. Objection, Madame la Présidente. Mon client a été injustement vilipendé par les médias. Roussel l'a coupé. Vous aurez votre tour. Valérie s'est tournée vers Lebrun. Commandant Lebrun, vous avez tiré 2 fois ce matin-là, c'est exact? Il a hoché la tête, la mâchoire serrée. Oui. Les victimes étaient-elles armées? Non. Vous ont-elles menacé? Il a hésité. Elles ont bougé soudainement. La voix de Valérie s'est faite plus tranchante. Bouger? Elle rendait un portefeuille tombé. Avez-vous vu cela? Je pensais que c'était une arme. Elle a laissé le silence s'installer. Vous pensiez. La respiration de Lebrun s'est accélérée. Les lumières, les caméras, les regards. C'était trop. Vous ne comprenez pas ce que c'est, sur le terrain, a-t-il lancé. Chaque jour, on nous dit de nous attendre au danger. Pour rester en vie, on réagit avant de penser. Jean s'est alors levé, brisant le protocole. La salle est tombée dans un silence instantané. Sa voix, basse et contrôlée, a porté à travers chaque haut-parleur du pays. Vous avez été formé pour survivre, a-t-il dit, s'approchant. Mais vous avez aussi été formé pour voir mes filles comme des menaces. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel marteau de juge. La bouche de Lebrun s'est ouverte, puis s'est refermée. Personne n'a bougé. Même l'air semblait se figer. La sénatrice Roussel n'a pas interrompu. Elle savait que c'était le moment, la collision entre le pouvoir et la conséquence que le pays attendait. Jean s'est tourné vers la commission. Il ne s'agit pas de l'erreur d'un seul homme, a-t-il dit. Il s'agit du conditionnement de la peur. Nous avons construit une institution qui récompense la paranoïa et l'appelle protection. Nous avons dit à des agents comme lui que chaque ombre est une arme, chaque main de couleur est un danger, et ensuite nous agissons surpris quand les balles trouvent leur cible. Valérie a ajouté doucement. L'opération Bouclier Blanc n'a pas été créée par des méchants. Elle a été créée par des gens qui pensaient maintenir l'ordre. Mais l'ordre sans responsabilité n'est pas la justice. C'est la tyrannie habillée d'un insigne. L'avocat de Lebrun s'est penché pour lui chuchoter quelque chose, mais Lebrun a secoué la tête. Ses mains tremblaient. Vous voulez la vérité? A-t-il dit soudainement. Vous voulez savoir ce qu'ils nous ont dit avant de nous envoyer dans la rue? La présidente a hoché la tête avec prudence. Continuez, commandant. Il a baissé les yeux sur la table, sa voix à peine plus qu'un murmure. On nous a dit de toujours supposer le danger. Si quelque chose semble anormal, tirez d'abord, débriefez plus tard. C'est la phrase qu'ils utilisaient. Tirez d'abord, débriefez plus tard. Il disait que l'hésitation tue. Il a levé les yeux, le regard injecté de sang. Mais ils n'ont jamais dit qui elle tue. Des halètements ont parcouru la salle. Les journalistes se sont précipités pour écrire, pour enregistrer, pour capturer la confession qui venait de fissurer les fondations de la police en France. Jean l'a observé attentivement. Pour la première fois, il n'a pas vu un monstre. Il a vu un homme construit par une machine, un rouage réalisant qu'il était couvert de sang. La sénatrice Roussel s'est penchée en avant. Commandant Lebrun, dites-vous que cette directive, tirez d'abord, débriefez plus tard, venait de vos supérieurs. Lebrun a hoché lentement la tête. Oui, du chef de circonscription, appuyé par des notes de service. Ce n'était pas la politique officielle, mais c'était compris. Et ces notes, a insisté Roussel, ont été diffusées sous la supervision de l'opération Bouclier Blanc? Il a dégluti. Oui.
La présidente s'est tournée vers les caméras. Alors que le procès-verbal indique, a-t-elle dit fermement, que la culture de la peur que nous avons tolérée vient de témoigner contre elle-même. Dehors, la foule a éclaté. Le son a traversé les rues comme un tonnerre. À l'intérieur, Jean s'est rassis, expirant un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Son regard a croisé celui de Valérie de l'autre côté de la salle. Ils n'ont pas souri. Il n'y avait rien à célébrer pour l'instant, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, la machine avait avoué sa propre culpabilité à voix haute. Alors que l'audience s'achevait, Lebrun a été escorté dehors, son expression vide, ses épaules courbées. Les caméras l'ont suivi, capturant non pas un méchant, mais un homme écrasé par le poids d'une vérité trop longtemps ignorée. Jean s'est attardé à la porte, regardant la lumière du soleil se déverser à travers les fenêtres du palais, éclairant les mêmes marches où ses filles étaient tombées. La justice n'était pas arrivée, mais elle avait commencé à respirer. Et quelque part, dans l'écho de cette grande salle, le vieux système, construit sur le silence, a finalement commencé à se fissurer. Le verdict n'est pas arrivé avec fanfare. Il est arrivé avec la pluie. Dehors, la foule se tenait épaule contre épaule sous les parapluies, regardant le grand écran monter de l'autre côté de la rue. La voix du journaliste crépitait à travers la bruine. Dernière minute. Le préfet Marc Leclerc ainsi que 3 hauts fonctionnaires ont été mis en examen pour obstruction à la justice, falsification de preuves et association de malfaiteurs dans le cadre de l'opération Bouclier Blanc. Le commandant Stéphane Lebrun a été reconnu coupable d'homicide involontaire. La foule n'a pas applaudi. Elle n'a pas hué non plus. Elle est restée silencieuse, absorbant le poids d'une vérité qu'il avait fallu du sang pour révéler. À l'intérieur, Jean Dubois observait depuis le fond de la salle d'audience. Il ne portait ni insigne, ni épinglette, juste un simple costume gris qui avait connu trop de nuits de deuil. Quand la peine a été lue, 15 ans, Lebrun n'a pas regardé le juge. Il a regardé Jean. Leurs regards se sont croisés pour la première fois depuis ce matin sur les marches du palais. Les lèvres de Lebrun ont tremblé. Il n'a pas murmuré d'excuses. Il savait que cela ne signifierait rien, mais la culpabilité dans ses yeux disait ce que les mots ne pourraient jamais dire. Jean a fait un petit signe de tête, non pas de pardon, mais de reconnaissance. Pour la première fois, l'homme qui lui avait pris ses filles ne se cachait pas derrière des manuels de formation ou des notes de service. Il était simplement humain, brisé, responsable. Après l'audience, la presse a déferlé comme un raz-de-marée. Des micros se sont tendus vers Jean, les voix s'entrechoquant. Pensez-vous que justice a été rendue? Regrettez-vous d'avoir démissionné? Que ferez-vous ensuite? Il s'est arrêté sur les marches du palais, les mêmes marches où tout avait commencé, et s'est tourné pour leur faire face. La justice n'est pas un verdict, a-t-il dit calmement. C'est un miroir. Et pour une fois, ce pays a été forcé de se regarder. Le clip a été diffusé ce soir-là sur toutes les grandes chaînes. Certains l'ont qualifié de héros. D'autres l'ont accusé de trahison, de s'en prendre aux forces de l'ordre, de politiser la tragédie. Mais ceux qui avaient vu ces filles tomber connaissaient la vérité. Il n'avait pas détruit la foi dans le système. Il avait fait voir aux gens à quel point il était déjà fragile. Dans les semaines qui ont suivi, Paris a changé, mal à l'aise. Le ministère de la Justice a été réorganisé sous un nouveau procureur général par intérim, tandis que les auditions parlementaires continuaient de déterrer des décennies de fautes professionnelles sous l'opération Bouclier Blanc. Pour chaque fonctionnaire mis en examen, 5 autres se sont présentés, certains avouant, d'autres se défendant, tous contraints d'affronter ce qui avait couvé en silence pendant trop longtemps. Monique Fournier, la femme de ménage qui avait rompu le silence, vivait désormais sous protection de l'État. Son visage, autrefois anonyme, était devenu un symbole de courage. Elle a reçu des centaines de lettres, certaines la remerciant, d'autres la menaçant. Elle les a toutes lues avec la même résilience tranquille. Lorsqu'un journaliste lui a demandé pourquoi elle s'était manifestée, elle a répondu simplement, parce que la vérité ne devrait jamais avoir aussi peur. La commissaire Valérie Bernard a été réintégrée avec les honneurs. Le premier jour de son retour, elle a trouvé une note sur son bureau, non signée, mais écrite d'une écriture soignée. Elle disait « Merci de ne pas les avoir laissés nous enterrer 2 fois ». Elle n'avait pas besoin de savoir qui l'avait envoyé. Elle le savait déjà. Mais le progrès avait un coût. La ville était toujours coupée en deux.
Dans certains quartiers, les gens peignaient des fresques de Manon et Chloé, des bougies vacillant sous leur visage. Dans d'autres, les policiers couvraient leurs insignes de ruban noir, qualifiant le brin de bouc émissaire. La ligne entre la justice et le ressentiment était aussi visible que les barricades qui avaient autrefois divisé manifestants et police. À travers tout cela, Jean a gardé ses distances avec la politique. Il a refusé les interviews télévisées, décliné les offres de livres et a passé la plupart de ses journées à l'hôpital. Manon avait survécu, de justesse. La balle avait manqué son cœur d'1 centimètre, mais les dommages étaient plus profonds que la chair. Elle parlait peu, ses yeux hantés, mais vivants. Chloé, la plus jeune jumelle, était restée dans le coma. Chaque soir, Jean s'asseyait à leur chevet, leur lisant des extraits de leurs livres préférés, ceux qui parlaient de liberté, de résilience, d'espoir. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les toits de la ville, Manon a remué. Sa voix était un murmure, fragile et rauque. « Papa. » Jean s'est figé. Il s'est penché, les larmes brouillant sa vue. « Je suis là, ma chérie. Je suis juste là. » Elle a cligné lentement des yeux, son regard vague. « Chloé, est-ce qu'elle va bien ?» Il a dégluti difficilement. Elle se repose. Elle est forte, tout comme toi. Les lèvres de Manon ont tremblé. Est-ce qu'ils nous ont vus? Il a hoché la tête, la gorge serrée. Ils t'ont vu. Le monde entier t'a vu. Ses yeux se sont fermés, une larme glissant sur sa joue. Alors ce n'était pas pour rien. Jean lui a doucement caressé les cheveux, sa voix se brisant alors qu'il murmurait « Vous leur avez fait voir ce que je ne pouvais pas. » Les machines bourdonnaient doucement. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Froides, lointaines, mais d'une certaine manière plus douces. Plus tard cette nuit-là, alors que Jean traversait le couloir de l'hôpital, il est passé devant une télévision dans la salle d'attente. Le présentateur annonçait une nouvelle législation, la loi sur la responsabilité et la transparence policière, inspirée par l'affaire Dubois. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Il s'est arrêté un instant, regardant. Puis il a éteint l'écran et est sorti dans le couloir. Le monde n'avait pas besoin d'un autre discours. Il avait besoin de silence, celui qui vient après une vérité trop lourde à ignorer. Dans le hall, une femme de ménage passait la serpillière. Elle a levé les yeux et a souri faiblement. Jean a souri en retour, hochant la tête en signe de reconnaissance silencieuse. Dehors, la pluie avait cessé. Les lumières du palais de justice brillaient au loin. Non plus un monument au pouvoir, mais un rappel de ce qu'il en avait coûté pour dire la vérité. La justice, réalisa-t-il, n'était pas une question de victoire. C'était une question de survie, de la vérité, de la mémoire, du courage de continuer à regarder même quand ça faisait mal. Et alors qu'il s'avançait dans la nuit, la ville a finalement expiré. 1 an s'était écoulé depuis le jour où 2 coups de feu avaient fendu l'air et forcé une nation à écouter. Paris portait encore les cicatrices, mais sous elles, quelque chose avait commencé à guérir. Ce n'était ni bruyant ni triomphant. C'était silencieux, comme l'aube se levant après une longue nuit. La loi de réforme du bois a été adoptée par un matin de printemps gris. Devant l'Assemblée nationale, un groupe d'étudiants s'était rassemblé pour regarder le décompte des voix apparaître sur le grand écran. Quand le décompte final a clignoté au oui, 345, non, 189, ils ont éclaté de joie. Ce n'était pas la victoire qui remplissait l'air. C'était le soulagement. La nouvelle loi était simple, mais historique. Chaque tir policier impliquant un mineur serait désormais examiné par une commission civile indépendante, et non par le service lui-même. C'était une petite ligne de texte qui avait nécessité des milliers de voix, de vies et la prise de conscience d'une nation pour être écrite. À l'intérieur de l'hémicycle, Jean Dubois se tenait dans la foule. Il n'était plus un homme politique, juste un homme en costume bleu tenant un carnet en cuir usé. Il n'a pas souri quand les applaudissements sont venus. Il a juste incliné la tête, se murmurant à lui-même. Ça a pris trop de temps, mais on y est arrivé. Plus tard cette semaine-là, il s'est rendu à l'hôpital pour ce qui était devenu son rituel. Les couloirs étaient plus calmes maintenant, les machines moins nombreuses. Chloé occupait toujours la même chambre. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, dansant sur les croquis scotchés au mur. Manon était déjà là, assise à côté de sa jumelle, ses manuels ouverts mais oubliés.
Elle a recommencé à peindre, a dit doucement Manon alors que son père entrait. Il a regardé le chevalet près de la fenêtre. La toile était à moitié finie. Deux filles se tenant la main devant les marches du palais de justice, la lumière du matin derrière elles. Le titre écrit en traits soignés en bas disait « Deux ombres, une lumière ». Elle ne parle pas, a dit Manon, mais elle n'en a pas besoin. C'est sa façon de parler maintenant. Jean s'est approché. Les colonnes de marbre dans la peinture brillaient non pas en blanc, mais en or, comme si le bâtiment lui-même avait appris à refléter quelque chose de plus pur que l'autorité. Sa gorge s'est nouée. Ils ont dit que le ministère de la Justice voulait l'exposer, a ajouté Manon. Dans le hall principal. Il a souri faiblement. Alors peut-être que la justice aura enfin quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. 2 semaines plus tard, le tableau a été dévoilé au siège du ministère de la Justice. Il était accroché au rez-de-chaussée, près de l'entrée où les visiteurs s'enregistraient, un rappel quotidien pour ceux qui parcouraient les couloirs du pouvoir. En dessous, gravé dans une plaque de granit noir, se trouvaient les mots choisis par Jean lui-même, « La justice n'est pas aveugle. Elle a juste besoin du courage de voir ». Les journalistes ont couvert l'événement, mais le moment ne leur appartenait pas. Il appartenait à tous ceux qui avaient porté le poids de l'incrédulité. Les mères qui craignaient de laisser leurs enfants rentrer à la tombée de la nuit, les policiers qui osaient remettre en question leurs ordres, les témoins qui parlaient quand le silence était plus sûr. Pour la première fois, les gens ne se disputaient pas pour savoir quel camp avait gagné. Ils se tenaient simplement là, regardant les visages dans la peinture, réalisant qu'ils avaient tous vécu dans ces ombres ensemble. Manon est retournée à l'université cet automne. Elle marchait plus lentement qu'avant, mais avec une assurance qui venait de la détermination. Elle a rejoint une coalition étudiante pour la justice, encadrant des adolescents qui voulaient comprendre la loi non pas comme une arme, mais comme une promesse. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait choisi le militantisme, elle a souri et a dit « Parce que quand on a vu à quel point la loi peut être fragile, on apprend à la protéger comme sa famille. » Chloé s'est rétablie plus lentement. Elle n'a jamais retrouvé la parole, mais son silence portait désormais un sens. Ses œuvres étaient exposées à travers le pays dans des écoles, des centres communautaires et des galeries. Chaque pièce semblait murmurer une vérité que les mots ne pourraient jamais contenir, le coup humain de détourner le regard. Et Jean, il n'occupait plus de fonction. Il passait ses journées à écrire, à enseigner et à voyager dans des villes que la plupart des politiciens avaient depuis longtemps oubliées. Son livre, Le poids de la loi, est devenu un phénomène discret. Il ne parlait pas de politique ou de stratégie. Il parlait de deuil, de foi et du fil fragile entre la justice et la miséricorde. Dans le dernier chapitre, il écrivait « J'ai autrefois cru que la justice était un système. Maintenant, je sais que c'est un choix que nous devons faire chaque jour avant qu'un autre matin ne se brise en deux. » Quand la tournée de promotion du livre s'est terminée, il est retourné à Paris une dernière fois. Il s'est tenu sur les marches du palais de justice où le marbre avait été remplacé, les taches lavées. Une petite foule s'était rassemblée là pour une veillée. Pas de discours, pas de slogan, juste des bougies vacillant dans la brise nocturne. Valérie Bernard était là aussi, son insigne brillant faiblement sous la lumière du lampadaire. Elle l'a rejoint au bord de la foule. « Vous l'avez fait » a-t-elle dit doucement. Il a secoué la tête. « Non, elles l'ont fait. J'ai juste appris à écouter. » Au-dessus d'eux, le drapeau français flottait dans le vent, non pas triomphant, mais stable. La ville brillait au loin, fatiguée, mais vivante. Jean s'est tourné une dernière fois vers les portes du palais. Pendant un instant, on aurait presque dit que le bâtiment lui-même respirait, sa façade froide adoucie par la mémoire, par les mains de ceux qui avaient refusé de laisser la vérité mourir en silence. Il s'est éloigné dans la lumière naissante, le même genre de matin qui avait commencé par une tragédie, mais qui commençait maintenant par une possibilité. Parce que la justice, avait-il appris, ne naît pas dans les salles d'audience. Elle vit dans les gens qui refusent de cesser de l'exiger. Et alors que le générique de leur histoire se fond dans le soleil levant, une voix, la sienne, persiste doucement dans l'air. Si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent, soyez à nos côtés. Partagez leur nom. Soutenez le mouvement. C'est, voix inaudible, là où la justice trouve enfin sa place.